Proust, Consolation, 21, on continue. La recherche ne serait pas ce qu'elle est si ce jeu autoréflexif permanent qui mène à Woum, le miracle circulaire que le narrateur commence à écrire tout à la fin du livre, celui que vous venez de lire, si ce rôle, cette médiation de l'art n'était pas constamment appelée, présente. La difficulté étant que les formes sociales sont exactement au même plan que les formes artistiques. Mais donc, avec Vinteuil ou le violoniste Morel pour la musique, avec Elstir pour la peinture, il y a évidemment la littérature. Et la littérature, elle est incarnée par une figure très mystérieuse. Alors tous ces discours, ouais, c'est Anatole France. Non, c'est pas Anatole France, c'est cette espèce de collectif que représente à la fois l'écrivain traditionnel, mais autre chose. C'est-à-dire que la beauté de l'écriture, c'est pas forcément la beauté du bonhomme. C'est un bonhomme épais, c'est un bonhomme arriviste, c'est un bonhomme confit dans son jus d'habitude. C'est pas quelqu'un de glorieux dans la vie domestique. Et puis, c'est une littérature qui est super belle, mais qui n'a pas de transcendance. La transcendance, peut-être c'est lui le narrateur qui l'aura, parce qu'il incarne, il intériorise plus d'échecs que Bergotte. Et on peut mieux voir même cette frontière ténue si, quand on va aborder, par exemple, c'est des pages que j'ai aussi envie de reprendre ensemble. Parce que sinon, tout seul, on le fait pas, ça. Vous voyez, là, dans la piole, lire Proust à voix haute, plus, qu'est-ce que c'est casse-gueule de lire Proust à voix haute. J'apprends énormément à le faire ici. Parce que si on lit Rabelais, ou Baudelaire, ou ce qu'on veut, on y va, on déclame, il y a de la force. Proust, on peut pas jamais être dans la force. C'est des circonvolutions, c'est des strates, c'est des nuances. Waouh, l'exercice que ça me fait, grâce à vous. Alors une page, évidemment légendaire, c'est le moment où le narrateur prend sa propre création, son Bergotte, et pour aller au bout du personnage, le fait mourir. Et le fait mourir en plein livre. Avec ce paradoxe qu'on est à la fin du premier chapitre de La prisonnière. Tout à la fin, juste avant cette nouvelle soirée chez les Verdurins, qui a un rôle aussi très important. Et le paradoxe, c'est que Bergotte va mourir 2 fois dans le livre. C'est-à-dire que dans toute cette grande ébauche qui va jusqu'à la circularité, il y a déjà eu un moment où Proust a fait mourir Bergotte. Mais il l'a fait mourir, bon, comme ça, pour s'en débarrasser. Et là, à ce moment, à cet équilibre du parcours, dans le propre chemin que lui fait vers son écriture, c'est là le moment du sacrifice. Et ce moment du sacrifice, on va l'exprimer dans cette pure distension qui a toujours été celle de Bergotte. D'un côté, Vermeer, cette toile qui représente la vue de Delft, donc cette perspective ville, c'est-à-dire presque une ville globale, c'est un petit peu comme la recherche déploie cette société globale, et puis de l'autre côté, le bonhomme qui a mangé des pommes de terre et ça lui a pas réussi. Alors, on se le lit, tranquille, c'est pas si long que ça. C'est 4 pages, donc il nous faut quand même un petit moment. Pareil, on est dans ce qu'on appelle le vidéo podcast. Faites ce que vous voulez, laissez ça couler. Si vous vous en souvenez par cœur, bien sûr, c'est pas la peine de le réécouter. Mais bon, je crois que ma stratégie, c'est pas une stratégie ici, mais se dire que on prend les petits points d'intensité, l'un ou l'autre. On va retourner dans le temps retrouvé d'ailleurs, c'est-à-dire toujours même prendre le point d'aboutissement et revenir en arrière et saisir la recherche par ces petits points de hérissement. C'est pas l'idée de belle page, c'est ces points d'intensité, de fissure, de fracture, et dire cette complexité. Et à partir de ce tableau un petit peu différent, il y a quoi ? Il y a comment nous on réfléchit au monde, à l'écriture, et à ces choses un petit peu pas essentielles que sont l'amour et la mort. On y va. J'appris que ce jour-là avait eu lieu une mort. Avait eu lieu une mort.
C'est pas une expression que j'aime beaucoup parce que la mort, c'est pas un lieu. Et donc, si Proust utilise une formule aussi cliché, aussi banale pour dire quelque chose de pas banal, c'est qu'il y a une volonté de désamorcer, de partir, vous avez les pieds dans la terre, tout doucement. On part maladroit. C'est l'idée de partir maladroit qui va permettre de créer cette tension progressive jusqu'à quoi? Jusqu'au petit pan de mur jaune. Mais on n'y est pas encore. J'appris ce jour-là qu'avait eu lieu une mort qui me fit beaucoup de peine, celle de Bergotte. On sait, qui sait, on ne sait pas, on sait que sa maladie durait depuis longtemps, non pas celle évidemment qu'il avait eue d'abord, qui était naturelle. La nature ne semble guère capable de donner que des maladies assez courtes. Mais la médecine s'est annexé l'art de les prolonger, les remèdes, la rémission qu'ils procurent, le malaise que leur interruption fait renaître, composent un simulacre de maladie que l'habitude du patient finit par stabiliser, par styliser, de même que les enfants toussent régulièrement, par quinte, longtemps après qu'ils sont guéris de la coqueluche. Puis les remèdes agissent moins, on les augmente, ils ne font plus aucun bien, mais ils ont commencé à faire du mal grâce à cette indisposition durable. La nature ne leur aurait pas offert une durée si longue. C'est une grande merveille que la médecine, égalant presque la nature, puisse forcer à garder le lit, à continuer, sous peine de mort, l'usage d'un médicament. Dès lors, la maladie artificiellement greffée a pris racine, est devenue une maladie secondaire, mais vraie, avec cette seule différence que les maladies naturelles guérissent, mais jamais celle que crée la médecine, car elle ignore le secret de la guérison. Il y avait des années que Bergotte ne sortait plus de chez lui. D'ailleurs, il n'avait jamais aimé le monde ou l'avait aimé un seul jour pour le mépriser comme tout le reste, et de la même façon qui était la sienne, à savoir non de mépriser parce qu'on ne peut obtenir, mais aussitôt qu'on a obtenu. Il vivait si simplement qu'on ne soupçonnait pas à quel point il était riche. Et l'eût-on su qu'on se fût trompé encore, l'ayant cru alors avare, alors que personne ne fut jamais si généreux. Il l'était surtout avec des femmes, des fillettes, pour mieux dire. Vous en souveniez de ce soubassement là, quasiment pédophile pour Bergotte? Ben, ça y est aussi dans la recherche. Et qui était honteuse de recevoir tant pour si peu de choses. C'est ce que nous le dirait aujourd'hui. Il s'excusait à ses propres yeux parce qu'il savait ne pouvoir jamais si bien produire que dans l'atmosphère de se sentir amoureux. L'amour, c'est trop dire. Le plaisir un peu enfoncé dans la chair. Un peu, mon neveu. Aide au travail des lettres parce qu'il anéantit les autres plaisirs. Par exemple, les plaisirs de la société qui sont les mêmes pour tout le monde. Quand je vous dis que on part dans la maladresse pour partir du plus loin pour arriver au petit pan de mur jaune. Alors, est-ce qu'on va brûler Proust? Non, mais waouh, il y a du lourd. Et même si cet amour amène des désillusions, du moins agite-t-il de cette façon-là aussi la surface de l'âme qui sans cela risquerait de devenir stagnante. La surface de l'âme qui, sans cela, risquerait de devenir stagnante. Agitez vos surfaces, vous qui avez de l'âme. Le désir n'est donc pas inutile à l'écrivain, pour l'éloigner des autres hommes d'abord, et de se conformer à eux, pour rendre ensuite quelques mouvements à une machine spirituelle qui, passé un certain âge, a tendance à s'immobiliser. On n'arrive pas à être heureux, mais on fait des remarques sur les raisons qui empêchent de l'être, et qui nous fussent restés invisibles sans ces brusques percées de la déception. Et les rêves, bien entendu, ne sont pas réalisables, nous le savons, nous n'en formerions peut-être pas sans le désir. Et il est utile d'en former pour les voir échouer, et que leur échec instruise. Aussi, Bergotte se disait-il, « Je dépense plus que des multimillionnaires pour des fillettes, mais les plaisirs ou les déceptions qu'elles me donnent me font écrire un livre qui me rapporte de l'argent. » Économiquement, ce raisonnement était absurde,
Mais sans doute trouvait-il quelque agrément à transmuter ainsi l'or en caresses et les caresses en or. Aucune ambiguïté. Et puis nous avons vu au moment de la mort de ma grand-mère que sa vieillesse fatiguée aimait le repos. Or dans le monde il n'y a que la conversation. Elle y est stupide, mais a le pouvoir de supprimer les femmes. Supprimons, qui ne sont plus que questions et réponses. Hors du monde, les femmes redeviennent ce qui est si reposant pour le vieillard fatigué, un objet de contemplation. Contemplation, un objet. En tout cas maintenant, il n'était plus question de rien de tout cela. J'ai dit que Bergotte ne sortait plus de chez lui, et quand il se levait une heure dans sa chambre, c'était tout enveloppé de châles, de plaids, de tout ce dont on se couvre au moment de s'exposer à un grand froid et de monter en chemin de fer. Image qui peut paraître banale, type avec ses couvertures, mais qu'est-ce que c'est? Du coup, on en fait un fantôme, une momie, on l'enveloppe, et puis il n'y a plus qu'une vague forme empaquetée qui se promène comme ça à la surface du livre. Il s'en excusait auprès des rares amis qu'il laissait pénétrer auprès de lui, et montrant ses tartans, ses couvertures, il disait gaiement « Que voulez-vous, mon cher? Anaxagore l'a dit, la vie est un voyage. » Il allait ainsi se refroidissant progressivement, petite planète qui offrait une image anticipée des derniers jours de la grande, quand peu à peu la chaleur se retirera de la terre, puis la vie. Rien que ça. Alors, la résurrection aura pris fin, car si avant, dans les générations futures, que brillent les œuvres des hommes, encore faut-il qu'il y ait des hommes. Si certaines espèces animales résistent plus longtemps au froid envahisseur, quand il n'y aura plus d'hommes, et à supposer que la gloire de Bergotte ait duré jusque-là, brusquement, elle s'éteindra à tout jamais. Et même penser à cet auteur qui s'appelle Christian Böck, je crois qu'il est canadien à Vancouver, et qui crypte des textes et insère ces textes cryptés dans l'ADN de bactéries qui peuvent, elles, survivre à l'espèce humaine. Et c'est une sorte de prolongement qui sont tout à fait inattendus. Ce ne sont pas les derniers animaux qui le liront, car il est peu probable que, comme les apôtres à la Pentecôte, ils puissent comprendre le langage des divers peuples humains sans l'avoir appris. Il n'y a pas de pérennité à notre culture, à toute notre littérature. Dans les mois qui précédèrent sa mort, Bergotte souffrait d'insomnie, et ce qui est pire, dès qu'il s'endormait, de cauchemars qui, s'il s'éveillait, faisaient qu'il évitait de se rendormir. Longtemps, il avait aimé les rêves, même les mauvais rêves, parce que grâce à eux, grâce à la contradiction qu'ils présentent avec la réalité qu'on a devant soi à l'état de veille, ils nous donnent, au plus tard dès le réveil, la sensation profonde que nous avons dormi. Mais les cauchemars de Bergotte n'étaient pas cela. Quand il parlait de cauchemars, autrefois, il entendait des choses désagréables qui se passaient dans son cerveau. Maintenant, c'est comme venu du dehors de lui qu'il percevait une main munie d'un torchon mouillé qui passait sur sa figure par une femme méchante, s'efforçait de le réveiller, d'intolérable chatouillement sur les hanches, la rage parce que Bergotte avait murmuré en dormant qu'il conduisait mal, d'un cocher fou furieux qui se jetait sur l'écrivain et lui mordait les doigts. Les lui sciait. Enfin, dès que, dans son sommeil, l'obscurité était suffisante, la nature faisait une espèce de répétition sans costume de l'attaque d'apoplexie qui l'emporterait. Bergotte entrait en voiture sous le porche du nouvel hôtel des Swann, voulait descendre, un vertige foudroyant le clouait sur sa banquette, le concierge essayait de l'aider à descendre, il restait assis, ne pouvant se soulever. Dressait ses jambes, il essayait de s'accrocher au pilier de pierre qui était devant lui, mais n'y trouvait pas un suffisant appui pour se mettre debout. Il consulta les médecins qui, flattés d'être appelés par lui, virent dans ses vertus de grands travailleurs. Il y avait 20 ans qu'il n'avait rien fait. Dans son surmenage
la cause de ses malaises. Ils lui conseillèrent de ne pas lire de contes terrifiants, il ne disait rien, de profiter davantage du soleil indispensable à la vie. Il n'avait eu quelques années de mieux relatifs qu'à sa claustration chez lui, de s'alimenter davantage, ce qui le fit maigrir et alimenta surtout ses cauchemars. Un de ses médecins était doué de l'esprit de contradiction et de taquinerie. Dès que Bergotte, le voyant en l'absence des autres, et pour ne pas le froisser, lui soumettait comme des idées de lui ce que les autres lui avaient conseillé, le médecin, contredisant, croyant que Bergotte cherchait à se faire ordonner quelque chose qui lui plaisait, le lui défendait aussitôt. Alors évidemment, là, il y a ce jeu de comique qui est permanent chez Proust, où là, c'est les médecins qui en prennent plein la figure. Mais vous avez vu qu'avant, ces cauchemars, Proust dit qu'ils sont comme une répétition. Une répétition de quoi? Eh bien, d'une mort réelle. C'est-à-dire que la scène de la mort vient travailler le texte en tant que répétition avant la mort réelle, qui seulement, elle, mettra en contact avec Vermeer et ce petit pan de mur jaune. Continuons. Le plus dur est fait. Croyant que Bergotte cherchait à se faire ordonner quelque chose qui lui plaisait, le lui défendait aussitôt, et souvent avec des raisons fabriquées si vite pour les besoins de la cause que devant l'évidence des objections matérielles que faisait Bergotte, le docteur, contredisant, était obligé dans la même phrase de se contredire lui-même, mais pour des raisons nouvelles, renforçait la même prohibition. Bergotte revenait à un des premiers médecins, homme qui se piquait d'esprit, surtout devant un des maîtres de la plume, et qui, si Bergotte insinuait « Il me semble pourtant que le docteur X avait dit autrefois, bien entendu, que cela me pouvait congestionner le rein et le cerveau », souriait malicieusement, bien levait le doigt et prononçait « J'ai dit user, je n'ai pas dit abuser. Bien entendu, tout remède, si on exagère, devient une arme à double tranchant. » C'est un autre soubassement là, dans cette séquence de Proust, c'est toute la longue agonie de Louis XIV dans les mémoires de Saint-Simon, et tout ce jeu des médecins convoqués. Enfin, Proust délibérément rejoue ces scènes-là, qui sont aussi dans Molière, mais là c'est de Saint-Simon que ça vient. Il y a dans notre corps un certain instinct de ce qui nous est salutaire, comme dans le cœur de ce qui est le devoir moral, et qu'aucune autorisation de docteur en médecine ou en théologie ne peut suppléer. Nous savons que les bains froids nous font mal, nous les aimons, nous trouverons toujours un médecin pour nous les conseiller, non pour empêcher qu'ils ne nous fassent mal. À chacun de ces médecins, Bergotte prit ce que par sagesse il s'était défendu depuis des années. Au bout de quelques semaines, les accidents d'autrefois avaient reparu, les récents s'étaient aggravés. Affolé par une souffrance de toutes les minutes, à laquelle s'ajoutait l'insomnie coupée de brefs cauchemars, Bergotte ne fit plus venir de médecin et essaya avec succès, mais avec excès, de différents narcotiques. Lisant avec confiance le prospectus accompagnant chacun d'eux, prospectus qui proclamait la nécessité du sommeil, mais insinuait que tous les produits qu'il amène, sauf celui contenu dans le flacon qui l'enveloppait et qui ne produisait jamais d'intoxication, étaient toxiques et par là rendaient le remède pire que le mal. Bergotte les essaya tous. Certains sont d'une autre famille que ceux auxquels nous sommes habitués, dérivés par exemple de l'amyle et de l'éthyle. On absorbe le produit nouveau d'une composition toute différente qu'avec la délicieuse attente de l'inconnu. Le cœur bat comme à un premier rendez-vous. Vers quels genres ignorés de sommeil, de rêve, le nouveau venu va-t-il nous conduire? Il est maintenant dans nous. Il a la direction de notre pensée. De quelle façon allons-nous nous endormir? Et une fois que nous le serons, par quels chemins étranges, sur quelles cimes, dans quels gouffres inexplorés le Maître Tout-Puissant nous conduira-t-il? Quel groupement nouveau de sensations allons-nous connaître dans ce voyage? Nous mènera-t-il au malaise, à la béatitude, à la mort? Celle de Bergotte survint la veille de ce jour-là, et où il s'était ainsi confié à un de ses amis, ennemis, trop puissants. Rappelez-vous aussi la trilogie de Michaud, Connaissance par les gouffres, Misérable, Miracle, L'infini turbulent, où il est question aussi de se confier
au produit et de chercher dans la langue qu'est-ce qu'il change. Il mourut dans les circonstances suivantes. Alors là, c'est un peu vexant parce que je vous aurais lu 4 pages en tout, alors que le petit pan de mur jaune, c'est seulement la 4e. Moi, c'est ça qui est le problème. Si vous isolez cette scène légendaire de la catalepsie devant le miracle artistique de Vermeer, de ce contexte, y compris celui des médicaments dont on accepte le dérèglement, une crise d'urémie assez légère, passionnant, n'est-ce pas? On se croirait dans Madame Bovary, l'opération du pied beau. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique, ayant écrit que dans la vue de Delft de Vermeer, prêtée par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Et là, on a évidemment la catalepsie tout entière de la démarche de Proust, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Principe de Kant, c'est-à-dire que c'est beau. Pourquoi c'est beau? Parce que vous dites c'est beau en appelant quelqu'un qui vous... Bon, c'est beau. Non, c'est une beauté qui s'est séparée, qui vaut par elle-même. Et c'est précisément parce que la recherche du temps perdu ne pourra pas l'atteindre, quoi que ce soit qu'on trouve à la fin du temps retrouvé, ce sera toujours dans la relation, la réminiscence, dans ce mouvement de quête et d'aller en avant. Et donc, cette idée de la beauté qui se suffit à elle-même, eh ben, elle fait mourir. Et donc, il fallait que ce soit indépendant du narrateur. Alors, qui on peut prendre pour le sacrifice? Prenons Bergotte. Il est déjà mort dans le livre. Ça fait rien. C'est plutôt ici qu'on va le faire mourir. T'as pas le temps de corriger le passage, tu l'as déjà fait. Ah ouais, je ferai ça un de ces 4. Non, trop tard, c'est pas grave. Faudrait pas que je parle comme ça, mais on y revient. Je vous le relis, sérieux. Un critique ayant écrit que dans la vue de Delft de Vermeer, prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et se rendit à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux, eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et le soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua, pour la première fois, des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin, pour ça que c'est important aussi, parce que petit pan de mur jaune, Bergotte, petit pan... Ouais, mais petit personnage bleu, sable rose, et petit pan de mur jaune. Et c'est cette diffraction, toujours, cette miniature qui éclate, ce n'est pas le petit pan de mur jaune seul qui porte quoi? On vous a dit, un critique a écrit ce qu'il fallait voir. Et vous aimiez ce tableau, mais vous n'aviez pas remarqué ce qu'il fallait voir. Et là encore, comme la boucle devient complexe. Enfin, il fut devant le Vermeer qu'il se rappelait plus éclatant. La grandeur peut être terne, la grandeur absolue, l'absolu peut être humble. Mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Il y a un tout qui s'est greffé avant, et ça bascule. Tout petit pan de mur jaune, petit pan de mur jaune. Tout 1, 2, 3, 4, au lieu de 1, 2, 3.
Et comme la syncope peut jouer soudain pour vous arrêter le regard devant petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient, il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. Là, on supprime jaune pour la syncope. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait chargeant l'un des plateaux sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Vous voyez les monosyllabes? Le petit pan de mur si bien peint en jaune. C'est-à-dire vous avez écarté, repoussé le jaune, et au milieu, si bien peint. Elle sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers d'une exposition. » Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu, et revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre, pas assez cuites, ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé, par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Et la recherche ajoute « Mort à jamais ? Qui peut le dire ?» Je laisse 10 lignes. Puis il y a le coda. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés 3 par 3, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection. Laissez la résurrection, et voyez comme les livres ont absorbé tout ce qu'avait été la vie de Bergotte, il n'y a plus que... Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. À demain.